J'avais prévu de vous parler des richesses du sous-sol de Pomaria dans cet épisode. Et avant cela, il faut revenir sur ses origines pour comprendre comment cette cité a évolué. Lorsque les Romains conquièrent ce territoire, fertile et stratégique, ils y installent, comme ailleurs en Afrique, un camp militaire permanent, un castra stativa. 7 hectares fortifiés, un avant-poste de l'armée, une place sous contrôle, sans la moindre autonomie civile. Mais les choses ne sont pas restées figées. Quelques décennies plus tard, le camp s'agrandit, il double même de superficie. Et là, une question surgit. Qu'est-il devenu ? Restait-il un simple oppidum dépendant directement de Rome, ou bien avait-il franchi un cap pour devenir un véritable municipe avec ses magistrats, son autonomie, sa vie politique ? Sur cette question, les historiens nous apportent une piste. Pisse et Canal, dans leur ouvrage publié en 1889, penchent pour la seconde hypothèse. Pomaria serait bel et bien devenue une cité au début de la 3e décennie du 3e siècle de notre ère, sous le règne d'Alexandre Sévère. Et pour appuyer leurs propos, ils citent la découverte d'une borne miliaire retrouvée dans le cimetière juif de Tlemcen. En fouillant les inscriptions recensées par Wilmans en 1881, j'ai retrouvé ce fragment. À sa fin, un acronyme mystérieux, RPP, Res Publica Pomariensium, la République des Pomariens. Autrement dit, Pomaria n'était plus seulement un camp, c'était désormais une communauté civique avec ses propres magistrats, doumvirs et édiles, élus pour gérer les biens et les finances de la cité. Dès lors, la question se pose, qu'est-ce qui justifiait une telle promotion ? Pourquoi ce camp militaire, perdu dans l'arrière-pays de la Mauritanie césarienne, a-t-il mérité d'accéder au statut de cité ? La réponse est peut-être à chercher sous nos pieds, car Pomaria ne vivait pas que de soldats et de murailles, son sous-sol recelé de ressources précieuses, capable d'attirer l'attention de Rome. Le métal d'abord, avec le plomb issu de la galène, indispensable à l'urbanisme romain. Puis, l'eau et la terre, sans lesquelles aucune ville ne pouvait prospérer. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, nous avons vu combien le plomb occupait une place centrale dans l'urbanisme romain. Mais une question demeure. D'où venait-il ? La galène, ce minerai indispensable, se trouvait-elle près de Pomaria ? En 1850, ce territoire, devenu français depuis peu, voit l'armée dépêcher l'ingénieur des mines Ludovic Ville pour explorer la région de Tlemcen. En 1857, il publie à Paris sa notice minéralogique sur les provinces d'Oran et d'Alger. Dans ces pages, une liste de gisements, parfois marqués de traces d'anciennes exploitations. Ndbaïl, dans le massif du Djbel Nadour, à 11 km à vol d'oiseau au sud de Tlemcen, à Bnisnous, mine du Djbel Tessa, chez les Ouled Ma'ziz, à Koudiet Tarsas, aux environs de Sidi Yahya Ben Sfia, 12 km au sud-ouest de Sebdou, l'antique Atoua, Ghar Rouben, à une trentaine de kilomètres au sud de Mornia, et El Djarf l'Ahmar, près du marabout de Sidi Mohamed Belarwa, à 10 km au nord-ouest de Mornia. Ville décrit des galeries étroites, irrégulières. Selon lui, elles n'étaient pas romaines, mais arabes. Un jugement qui trahit surtout les préjugés coloniaux de son époque. En 1928, l'historien Stéphane Gzell reprend le débat. Beaucoup d'experts, écrit-il, rechignent à attribuer des galeries imparfaites aux Romains et préfèrent y voir la main des indigènes. Toutefois, les recherches modernes montrent que les techniques variaient énormément selon les époques et les contraintes. Difficile donc de trancher sur la seule forme d'une galerie. Gzell ajoute une précision capitale. Les mines africaines n'ont jamais suffi aux besoins. Les importations d'Espagne complétaient la production locale. On a même retrouvé dans le port antique de Césarie, Cherchel actuellement, des lingots de plomb marqués des cachets de Murcie en Espagne. Mais alors, dans les environs de Pomaria, comment extrayait-on le minerai ? Au début du XXe siècle, André Lecoq décrit 2 procédés employés dans Djbel Nadour.
D'abord le feu, les mineurs remplissaient les galeries de broussailles, les embrasaient, et sous l'effet de la chaleur, le plan fondait, s'écoulait, puis se solidifiait au sol. Ensuite, la force brute, le minerai était détaché à coups de pioche en jade, pierre étonnamment dure et résistante au choc. Les blocs étaient triés, chargés sur des bêtes de somme, transportés vers les ateliers. Chauffés et fendus, ils devenaient lingots. Ces lingots sont ensuite transportés vers de nouveaux ateliers afin de les refondre, pour les transformer en plaques. Ces plaques sont ensuite martelées à froid en forme ovoïde et refermées par un cordon de soudure longitudinal pour obtenir des conduites appelées fistulées, utilisées dans les réseaux d'adduction d'eau des villes romaines. Ces longs tuyaux pouvaient mesurer 3 mètres et atteindre 30 cm de diamètre pour les canalisations principales. Par contre, les terminales, elles, faisaient moins de 10 cm de diamètre. Mais une question s'impose encore. Les Romains savaient-ils que le plan était dangereux ? Vitruve, dans son ouvrage De Architectura, le dit sans détour. L'eau passant dans des conduites de plomb devient malsaine. Le métal produit une poudre blanche, la céruse, terriblement toxique. Il en conclut que si ce dérivé est nocif, le plomb l'est aussi. Et il conseille même de préférer la terre cuite, plus saine. Les Romains le savaient donc, mais cela n'a pas empêché le plan d'envahir leur ville. Certains historiens vont jusqu'à voir dans ce poison silencieux l'une des causes du déclin de l'aristocratie romaine et peut-être même de l'Empire. Nous arrivons à la fin de cet épisode consacré au sous-sol de Pomaria, qui ne représentait qu'une partie de ses richesses, car une cité, pour durer, ne peut s'appuyer sur le métal seul. Elle vit d'eau et de terre. Dans le prochain épisode, nous lèverons le voile sur une richesse vitale, l'eau et l'agriculture.